Bien, écoutez, je vous souhaite officiellement la bienvenue à ce webinaire. Je suis très, très heureux de vous voir aussi nombreux. Pour Elisabeth et moi, c'est un vrai plaisir d'avoir vu 20 personnes, 23 personnes, 26 personnes qui s'inscrivent à un sujet qui nous tient autant à cœur, le devenir facilitateur en intelligence collective. Le succès, entre guillemets, du nombre d'inscriptions témoigne de l'intérêt de cette profession. L'intelligence collective et votre présence témoignent vraiment de la conscience qui s'éveille que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on ira sûrement plus loin et qu'ensemble on ira plus vite et plus loin probablement aussi. Et qu'on est dans une ère qui appelle, comme le disait Thich Nhat Hanh, que le prochain Bouddha sera probablement un collectif et non pas un seul individu. Et je trouve que cette aspiration à passer un niveau de conscience qui met en avant le collectif, et puisque Elisabeth et moi sommes les fondateurs d'un index qui s'appelle le Me to We, et la notion qui permet de passer de l'individu au collectif. Ce qui nous a semblé important à Elisabeth et moi, c'est qu'on est un peu dans un où on est dans l'individu, où on est dans le collectif, mais enseigner à l'individu à passer de l'individu au collectif, l'accompagner d'en faire le chemin de conscience, le chemin de compétence, le chemin de vision aussi associé à comment on est un individu qui s'insère dans un collectif et comment on crée de la nuance aussi. À quel moment le collectif est pertinent? Parce que le tout collectif est aussi un enjeu qui, à mon sens, pose question. Est-ce qu'on a toujours besoin du collectif? Et on voit ces deux extrêmes aujourd'hui, c'est le tout individuel ou le tout collectif. Et ce que Elisabeth et moi, on a envie de proposer, notamment à travers MeTooWe et à travers les outils qu'on propose, c'est cette articulation. C'est vraiment une articulation de comment ce moi et ce nous s'articulent à la fois à l'extérieur dans la participation à des collectifs, mais aussi à l'intérieur de nous, parce que fondamentalement, cette articulation, c'est comme mon coude, cette articulation, elle est d'abord intérieure. Comment j'articule en moi ma place dans le nous et comment les nous auxquels j'appartiens donnent de la place au moi. Elisabeth? Oui, c'est important ce que dit Jean-François, dans le sens où maintenant la facilitation a quand même pas mal d'années de recul. Et tout comme le coaching, on peut voir certains dysfonctionnements. On ne va pas dire certaines dérives, mais certains dysfonctionnements. La facilitation en intelligence collective, l'intelligence collective sera d'autant plus marquée que les identités individuelles seront développées. Donc ça, on va vous en parler un petit peu plus tard. Ce que j'aimerais voir, moi, quand même, c'est combien parmi vous ont fait le MOOC sur l'intelligence collective. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que si vous avez fait le MOOC, vous laissez vos caméras ouvertes et sinon, vous éteignez vos caméras. Donc, éventuellement, ceux qui ont les caméras éteintes, si vous pouvez jouer le jeu, voilà. Caméra ouverte pour ceux qui ont fait le MOOC. D'accord, donc on est quand même un petit peu en... Super Céline, merci. Un petit peu en terrain connu. Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous présenter l'intelligence collective au niveau appliqué aux organisations. La couleur que nous avons, Jean-François et moi, c'est vraiment d'intervenir dans les organisations publiques, privées, avec cette casquette parfois d'expert. Et on va vous montrer comment l'approche générative n'exclut pas la dimension cognitive, cerveau gauche, mais au contraire capitalise sur elle en ajoutant certaines compétences, certaines capacités. Nos questions sont vraiment relatives au premier point. Quel est le contexte des organisations aujourd'hui? On sort quand même d'une transition, enfin, on est encore dans cette transition majeure. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu vous-même constater? Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés? Comment l'approche générative va répondre
ce contexte, à cet environnement désormais unique, il n'existait pas avant. Et vraiment effectivement la posture de consultant facilitateur à consultant facilitateur génératif. Qu'est-ce que cela apporte de plus? Alors, comment on a envie de vous connaître un peu plus, on voudrait, est-ce que vous pouvez garder votre caméra allumée et l'éteindre si ce n'est pas le cas? Gardez votre caméra allumée si vous êtes déjà facilitateur. Allez-y. OK. Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez rallumer vos caméras? Merci. Ou pas, si vous êtes en voiture, Céline, d'accord. Oui, c'est ça. Très bien. Ensuite, gardez votre caméra allumée si vous êtes coach, si vous intervenez en coaching. Reste prudente, hein, Céline. Tu conduis, donc tu as le droit de lever la main, mais seulement sur Zoom, pas sur le volant. Très bien, merci. Qui intervient maintenant, si vous voulez bien rallumer toutes vos caméras? Qui parmi vous intervient maintenant en tant que formateur? OK, intéressant. Et une dernière fois, merci de rallumer vos caméras. Et gardez vos caméras allumées, qui intervient déjà en tant que consultant dans les organisations? OK, Séverine, manager, très bien. OK, très bien. Vous pouvez rallumer vos caméras, merci. Alors, ce que nous rencontrons souvent dans les organisations aujourd'hui, c'est effectivement que nous sommes face à des problématiques qui n'ont jamais ou rarement eu lieu avant. Et que, en restant, comment dire, centré au niveau du mental, du cognitif, en appliquant des outils comme on l'a toujours fait, des process comme on l'a toujours fait, on va systématiquement répéter les mêmes comportements en mettant en œuvre les mêmes actions et en retrouvant finalement d'une façon ou d'une autre les mêmes résultats. C'est ce qu'on apporte essentiellement dans cette approche de facilitation générative, c'est l'état d'esprit et la reconnexion des multiples intelligences qui vont faire une différence majeure. Pour accéder à des solutions, à des innovations qui n'ont jamais eu lieu avant, il faut vraiment capitaliser sur utiliser des procès. Céline. Alors, je vais couper les micros. Donc, si vous avez votre micro coupé, c'est moi qui viens de les couper. Je vais rallumer celui d'Elisabeth aussi. Hop, voilà. Merci Jean-François. Donc, il s'agit de passer par la reconnexion des multiples intelligences, corps, cœur, tête, par certains process, pour accéder, mettre en œuvre des innovations qu'on n'a pas eues avant. Alors, Céline, je ne sais pas en fait si tu lèves la main, désolée, ça me perturbe, ou si tu... Je crois que c'était pour le coach en formation. Je crois qu'elle avait répondu, elle avait levé sa main pour ça. Alors, ce que dit Elisabeth fait partie aussi de mon constat. On est dans un paradoxe actuellement je ne sais pas pour ceux qui sont déjà facilitateurs, formateurs, coachs, c'est que nos clients nous demandent d'accompagner des problématiques connues, qui sont souvent répétées de façon encore avec les mêmes outils. Le paradoxe, il est qu'on nous demande que ça change et que nos interventions soient des sources de changement. Et en même temps, on a l'impression qu'à certains moments, en tant qu'intervenant, que ce soit consultant ou facilitateur, que finalement, la manière dont ils s'attendent
à ce qu'on intervienne, finalement, maintiennent le système en équilibre, ce qui est le principe même de tous les systèmes, qui est de vouloir rester en équilibre. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, et juste mettez-moi dans le chat si vous voulez bien, si vous l'avez ressenti aussi, c'est que la peur qu'on a en tant que facilitateur, en tout cas que j'ai, c'est parfois d'être instrumentalisé. Vous l'avez aussi ou je suis le seul? Non. Donc allez-y, mettez dans le chat si vous l'avez aussi cette crainte d'être instrumentalisé, c'est-à-dire que dans le cadre de la facilitation, il y a un concept que je trouve intéressant, c'est la fasciculation. Est-ce que vous connaissez ce concept? La fasciculation, c'est quand on fait appel à un fasciculateur, c'est-à-dire à un facilitateur dans le but de manipuler les équipes parce que, il faut bien le reconnaître aussi, l'intelligence collective participe à une mode. Bien sûr, il y a une essence qui est profondément sage dans l'intelligence collective, qui est que la sagesse des foules et la sagesse du collectif peuvent vraiment être un levier de changement important, notamment dans les transitions au niveau du business. Et en même temps, on est quand même... il y a une réalité qui est qu'au fond, c'est une sagesse, mais à la surface, ça peut être vraiment l'objet d'une mode et que on veut faire du participatif, on veut faire du collaboratif, alors que les infrastructures restent les mêmes, les process restent les mêmes, l'arbre de décision reste le même, et on est, en tant que facilitateur, parfois, on peut se sentir coincé entre la demande, qui est une demande de aidez-nous à innover, à prendre des décisions de façon plus collaborative, aidez-nous à mettre en place des process qui font appel à l'intelligence collective et fluidifient la prise de décision. Et en même temps, ce sentiment, c'est presque une sensation des fois d'être étriqué et de se sentir à l'étroit parce que la demande, elle est large comme ça et la marge de manœuvre, elle est grande comme ça. Et c'est là donc où vous aurez besoin à la fois d'outils de diagnostic existants, j'allais dire procéduriers, qui suivent un processus quelque part établi, mais qui fassent également appel à d'autres intelligences, à d'autres moyens. C'est pour ça que, donc, première posture, je suis consultant. Deuxième posture, je vais être consultant facilitateur. Et c'est là où vous allez faire intervenir l'intelligence somatique, l'intelligence émotionnelle. Et ce qui me fait penser à la réaction, je vais avoir une intervention là dans une organisation, dans un CHU, et la personne qui a osé parler aujourd'hui de cœur d'intelligence émotionnelle, en bas de son mail était affiché cardiologue. D'accord ? C'était quand même assez interpellant. Donc, la nécessité, parallèlement à des processus cerveau gauche établis, d'utiliser des gestes, des images, par les émotions, sensations, de façon à reconnecter cerveau gauche, cerveau droit. Et c'est ça qui va nous permettre d'accéder à ces émergences que nous aimons tellement en collaboration générative. C'est là où l'approche SFM va apporter une réponse unique. Et par rapport peut-être à certaines remarques ou à certaines questions qu'on a eues dans le chat, comment créer une culture de la facilitation dans une organisation? J'adore cette question et ce domaine auquel elle se réfère, c'est-à-dire ça va être des process qu'on va répéter quotidiennement. Par exemple, on a une façon d'entrer en connexion, de se mettre en connexion les uns avec les autres, qu'on appelle l'état coach. Certains d'entre vous le connaissent. Ça va se faire non seulement chaque jour, mais peut-être plusieurs fois par jour à chaque démarrage de travail en équipe. Une façon de parler autrement, d'oser parler métaphore, d'oser parler image, d'oser parler geste, et parler c'est symbolique, d'utiliser ces moyens de communication. Il y en avait une autre également.
Il y avait quelqu'un qui évoquait, pardon, je ne retrouve pas le moment, il y a des moments où on parle au niveau du jeu, il y a des moments où on parle au niveau du nous. Et ça, c'est exactement ce que vous apporte l'approche Me2We. Nous avons remarqué que dans les organisations, il y a souvent un manque de maturité individuelle. C'est pas facile de reconnaître qu'on a tort. C'est pas facile, et tort, ça veut dire quoi? C'est pas facile de reconnaître qu'il y a une erreur qui a été commise. C'est pas facile d'avoir envie de tirer une leçon, une expérience de cette. Tout ça, ça nécessite que les individus en présence grandissent. Et pour grandir, il faut essayer d'avoir une idée assez claire des axes sur lesquels on a la nécessité de grandir. Et cet index de maturité individuelle le met en évidence. Une fois que c'est mis en évidence, il va y avoir des processus qui vont soutenir chaque individu pour grandir sur les axes qu'il ou elle aura choisis. Parce que ce n'est pas parce que j'ai conscience de quelque chose que je vais décider de m'engager de suite sur l'idée de grandir, de m'améliorer sur cet axe-là. La prise de conscience n'est pas, peut-être pas juste avant l'engagement pour progresser. Donc, OK, j'ai conscience de quelque chose, est-ce que je m'y engage? Et au moment où je vais m'y engager, qui peut me soutenir? C'est là où il va y avoir, notamment par des processus de mastermind également, du soutien au niveau du collectif. Jean-François? Alors, dans des contextes de fasciculation, dans des contextes où la demande est teintée de beaucoup de paradoxes et de peurs, hein. J'ai Séverine qui dit à cause des peurs diverses et variées, oui. Et c'est là où ce que disait Elisabeth, l'intelligence émotionnelle, on le sait aujourd'hui, est vraiment un facteur clé de l'intelligence collective. Pour nous, dans notre cadre de référence, ce qui nous semble important, et ça va répondre aussi à la dimension de la culture, c'est de bien faire la différence et c'est ce que SFM nous a apporté, à Elisabeth et à moi, dans notre pratique, c'est que SFM, Success Factor Modeling, ça veut dire la modélisation des facteurs de succès. Donc, quels sont les facteurs de succès de l'intelligence collective? Et cette modélisation, donc cette tentative de créer un modèle de ces facteurs de réussite, a vraiment montré que pour que l'intelligence collective soit complète, ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on va faire avec notre client. C'est-à-dire qu'en tant que facilitateur, un des risques, c'est de se positionner comme un facilitateur seulement d'outils, de techniques. Ce que nous, on a identifié grâce à SFM, c'est qu'il y a 3 niveaux de modélisation. Et je vous invite à me suivre, vous allez voir, ça peut sembler un peu complexe, et en même temps, c'est hyper logique. Pour qu'une organisation atteigne un certain niveau de résultat, il faut qu'elle mette en place certaines actions. Est-ce que jusque-là, j'ai perdu personne? Non, c'est bon? Vous me le dites. Hein? Et c'est là où SFM vient nous amener à aller peut-être plus loin. C'est que pour que ces actions s'accomplissent, il faut qu'elles prennent naissance dans un certain état d'esprit. Ce que les anglo-saxons appellent un certain mindset. Et pour répondre à la question de la culture d'une entreprise, c'est son mindset. Donc, pour un facilitateur SFM, je vais intervenir, oui, avec des outils, donc au niveau des actions, mais je vais aussi accompagner, et comme le disait Elisabeth, par certaines disciplines, par certaines pratiques, pour modifier l'état d'esprit, donc la culture de l'organisation, pour que les actions qui en découlent nous amènent au résultat. J'ai perdu tout le monde ou je suis encore avec vous? C'est bon? Bon, super. Donc pour nous, les niveaux d'intervention de SFM, c'est de se dire quels sont les résultats auxquels nos clients aspirent. Et ces résultats sont paradoxaux parce que c'est à l'image du monde dans lequel on vit. Vous le savez, Elisabeth et moi, on en parlait juste avant, ce monde VUCA dont on parle, donc un monde volatile, un monde incertain, un monde complexe, un monde ambigu, l'ambiguïté de notre monde, c'est oui, on veut changer, mais on veut changer sans que ça change.
Et une des pratiques du facilitateur SFM, c'est qu'il a une relation aux obstacles qui se présentent pour nos clients qui est de l'ordre de l'aïkido, c'est-à-dire il pratique l'aïkido avec ses clients, pas au sens physique du terme, mais au sens où il se forme à ne pas résister aux résistances. Résister aux résistances, c'est créer plus de résistance à ce qui résiste déjà. Être capable de faire de l'aïkido avec une résistance, c'est être capable de danser avec la résistance parce qu'elle a son utilité dans l'écologie du système. Est-ce que j'ai tout le monde ou est-ce que je vous ai tous perdus? C'est tout bon? Donc, ce qui est vraiment la différence, qui fait la différence dans l'approche SFM, comme le dit Elisabeth, il y a des outils, il y a des pratiques, il y a une vision derrière ça. Et ce qui va vraiment, nous, en tant que facilitateurs, nous permettre d'intervenir au niveau de la culture, des actions et des résultats attendus, c'est cette capacité à danser de façon martiale avec ce qui empêche les clients de traverser les difficultés et d'accompagner les changements auxquels ils aspirent. En fait, il s'agit de parler leur langage, le langage auquel ils sont habitués depuis toujours, entre guillemets, on va caricaturer plutôt cognitif, de les accompagner dans un mouvement pour qu'ils parviennent à lâcher ces craintes dont parlait Jean-François, ces résistances. Et ça se fait essentiellement avec l'intelligence émotionnelle, avec la relation, avec la confiance que vous allez instaurer. Vous intervenez avec l'être plus qu'avec le faire. Et à partir de là, quand vous parlez leur langage, quand vous êtes en capacité d'utiliser les mêmes grilles, les mêmes process, enfin en tout cas les mêmes cadres auxquels ils sont habitués et d'y rajouter un autre langage émotionnel, métaphorique, visuel, etc., etc., là, vous allez arriver avec eux, et pas en posture d'expert, à favoriser ces émergences. Et tout ça, en fait, ce mindset et les actions et les résultats figurent, pour ceux qui la connaissent, dans la pyramide de Robert Dills, dans la pyramide des niveaux logiques, tout est déjà là. C'est une lecture complémentaire. Mais pour en arriver à favoriser ce lâcher-prise, cette confiance, et à faire en sorte que les personnes se renforcent, il faut les aider à renforcer leurs capacités. Et c'est là où Me2We, notamment comme outil, va les aider par la mise en évidence de certaines prises de conscience. Pour nous, moi, j'ai commencé ma formation, enfin, ma pratique de facilitateur en étant un facilitateur. Et je ne sais pas si vous reconnaissez comme ça, mais à cette époque, j'étais vraiment en recherche d'outils. C'est-à-dire, je cherchais toutes les techniques possibles pour intervenir en me disant, ouais, c'est la technique le ressort. C'est par la technique que le changement arrive. Alors oui, la technique est importante. C'est important de bien la maîtriser. Si vous animez un forum ouvert, c'est important que vous maîtrisiez bien la technique du forum ouvert. Si vous animez un fishbowl, eh ben vous animez un fishbowl avec la technique du fishbowl. C'est important. Ce qui nous semble vraiment être des leviers de la pratique générative, c'est qu'il y a deux grands leviers. C'est vous en tant que praticien, et pas vous en tant que technicien, vous dans votre posture de facilitateur. Depuis où vous facilitez? Et je pense que c'est vraiment une question fondamentale à se poser, depuis où je facilite? Et cette question, elle a pour conséquence d'être conscient qu'il y a des niveaux de maturité dans la facilitation. Et qu'avec l'expérience, pour ceux qui sont déjà facilitateurs, vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Pour ceux qui sont en recherche, vous en ferez probablement l'expérience de sentir que vous allez passer par des stades de maturité où la technique va devenir de moins en moins importante pour commencer à rentrer dans l'être. Et dans l'être que vous êtes, pas juste en tant que tête bien faite, mais aussi l'être en tant qu'être qui ressent
et puis aussi être qui vit à travers son corps et qui vit avec ses sensations. Donc cette formation de facilitateur, même de consultant facilitateur en intelligence collective, c'est là où le me to we dont parlait Elisabeth est vraiment essentiel, c'est que ça commence par le me en tant que facilitateur. Ça commence par moi. Quelle est mon aisance avec l'intelligence somatique? Quelle est votre aisance avec l'intelligence somatique, c'est-à-dire l'intelligence du corps? Quelle est votre aisance avec l'intelligence émotionnelle? Par exemple, Elisabeth est un génie de l'intelligence émotionnelle. Et elle a le corps qui va... elle a aussi cette intelligence somatique qui sont vraiment des points forts chez elle. Moi, je suis plus dans ma tête et Dieu merci, on travaille ensemble et ça nous complète beaucoup. Et en même temps, mes 30 ans d'arts martiaux derrière moi font que moi, mon intelligence somatique, elle est aussi là. On a tous une cartographie de nos intelligences, hein, selon les travaux d'Howard Gardner, une cartographie de nos intelligences qui sont plus ou moins développées. Et pour nous, c'est le premier levier. Pour nous, faciliter l'intelligence collective, c'est d'abord faciliter l'intelligence collective de l'individu en relation avec le collectif à travers ces différentes intelligences. Évidemment, la dernière que je n'ai pas citée, et là aussi, Elisabeth et moi, c'est vraiment une sensibilité qu'on a. On est extrêmement sensible à l'intelligence du champ, au champ relationnel qui se crée. On est capable de percevoir dans un groupe les différentes ambiances, les différentes énergies, et je ne parle pas d'un truc New Age, hein, je parle de quelque chose de très, très palpable, de très, très sensible dans un groupe. Et certains d'entre vous, tiens, juste pour savoir, est-ce que je suis le seul à être sensible aux ambiances et au champ relationnel? Mettez juste dans le chat si vous voulez bien. Moi, si vous êtes sensible aussi au champ relationnel, des ambiances dans les équipes, des ambiances dans les groupes et du niveau d'énergie dans lesquels les groupes sont. Céline, oui. Laetitia, oui. Pascal aussi, oui. Céline, totalement, oui. OK. Pierre, super. Donc, merci Emmanuel, oui. Dès que je rentre dans une pièce. Ouais, Toufik aussi, super. Séverine. Oui, les postures non verbales, Séverine, font partie Bien sûr. de ces informations. Donc pour nous, c'est le premier levier, c'est le me. Ouais, ça c'est important. Et ensuite, à l'échelle des collectifs, c'est le oui, mais pas un oui seulement mental ou cognitif, c'est le oui le oui incarné dans toutes ses intelligences aussi, comme le disait Elisabeth. Comment je facilite un groupe et je l'aide à sortir de sa boîte, et vous connaissez l'expression penser en dehors de la boîte, c'est penser en dehors de la boîte crânienne essentiellement, et être capable de se relier à son cœur, de se relier à ses tripes, de se relier à l'autre, dans une intelligence que nous, on appelle esthétique, c'est-à-dire l'intelligence esthétique, c'est la capacité à faire cohabiter ensemble, de façon harmonieuse, des polarités qui pourraient paraître paradoxales. Et Elisabeth et moi, on a sensiblement la même expérience, c'est que la raison pour laquelle nos clients nous payent, c'est parce que globalement, on est neutre, impartial, indépendant par rapport à l'organisation et qu'on est capable de créer un contenant pour ces moments de paradoxe qui sont des moments fertiles. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je leur fais un petit peu de pub parce que je les aime beaucoup. Il y a un jeu de cartes qui vient de sortir qui s'appelle le Chaos Fertile, qui est un jeu de cartes magnifique qui a été fait par par un ancien participant à une des formations SFM. Je vous invite à aller les voir, ils sont sur Kickstarter, c'est magnifique. Et ça s'appelle le Chaos Fertile. Et nous sommes, en tant que facilitateurs, payés, je le dis, nous sommes payés pour ça, pour être capable de créer un contenant des paradoxes que le système contient et de traverser avec eux pour se retrouver de l'autre côté du paradoxe, nourri et enrichi du paradoxe. Parce que tout à l'heure, on disait, oui, mais les clients sont paradoxaux, ils veulent changer, mais ils ne veulent pas le changer. Et c'est la posture du facilitateur FFM, et si la volonté de ne pas changer méritait notre intérêt, plutôt que de voir la résistance derrière la résistance, et si on voyait l'intention positive de la résistance.
Et si finalement, ce qu'on a perçu jusque-là comme une résistance était finalement une énergie qui cherchait à s'exprimer dans le collectif au service d'une écologie du système. Est-ce que je suis toujours avec tout le monde? Juste, si vous pouvez juste faire ça, ça me rassurerait. Voilà. Merci de me rassurer et de prendre soin de Juste mon un besoin. point, Jean-François, c'est que Séverine, j'espère que tu en es consciente, tu as la réponse là précise à ta question. Hein. Pourquoi un facilitateur externe? Oui, quand on écoute, et Elisabeth et moi, on a vraiment la chance, hein, ça, Dieu merci, on a la chance de vraiment voir Robert Dilts et Stephen Gilligan travailler ensemble. La première condition de l'intervention en changement génératif, c'est la capacité à créer un contenant génératif. A coach container, ils disent. Et Céline, tu es sensible à cette notion et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Nous sommes là et je partage avec vous mon expérience d'un client qui voulait que je l'accompagne sur créer une culture du management par la confiance. Et la première chose qui vient quand vous mettez cette intention en route, quand vous accompagnez un client, qu'est-ce qui vient? Évidemment, dès que vous avez formulé ça, eh bien, c'est toutes les raisons de ne pas faire confiance et de réfléchir sur le management par la méfiance. C'est une question de polarité. Si, en tant que facilitateur, je ne suis pas conscient de ces mécanismes, c'est-à-dire que pour qu'un changement ait lieu, il y a besoin de deux choses. D'une direction, c'est-à-dire d'une intention vers laquelle on va, et d'énergie pour y aller. Mais ce qu'on sait aussi en physique, et c'est presque pareil dans la dynamique des groupes, c'est qu'à la mesure qu'on met une énergie et une direction, l'énergie inverse et la direction inverse va s'exprimer aussi pour empêcher le changement d'arriver. Et si moi, en tant que facilitateur, et c'est là où le me est important, le me to we, si je ne suis pas conscient de ces polarités, je peux avoir peur. Si j'ai peur en tant que facilitateur, je ne suis plus contenant. Et par rapport à cet index, à ces capacités, fonctionner en intelligence collective, ce n'est pas une utopie d'interdépendance magnifique. Il va y avoir des moments où il va être normal et souhaitable de se mettre, par exemple, en contre-dépendance. Si vous percevez un danger dans un groupe, il est aussi de votre responsabilité de le mentionner, potentiellement de vous opposer au groupe. Il y a 4 postures, dépendance, indépendance, contre-dépendance, interdépendance, et avancer en intelligence collective ne signifie en aucun cas qu'à un moment donné, on reste à un stade d'interdépendance idyllique. Ce n'est pas ça. Ça varie systématiquement, c'est de l'agilité, c'est de la vie, en fait, quelque part. Il s'agit simplement d'en être lucide, d'en être conscient, comme ces polarités qui s'équilibrent, comme le dit Jean-François, et de revenir à la position optimale, esthétique, le plus vite possible. Alors, le temps passe, j'aimerais revenir à ces questions que l'on vous a envoyées par mail. Qu'avez-vous remarqué et qu'est-ce qui nous a le plus marqué, en tout cas pour nous, ces derniers mois, ces dernières années? Il y a quelque part comme 2 mouvements qui se sont cristallisés. Il y a les entreprises, les organisations qui ont forcé, qui ont voulu continuer toujours de la même façon à vouloir rattraper le temps perdu, à vouloir réintégrer des process standards classiques et qui se cristallisent autour de ça. Ça va pas, enfin, c'est difficile. L'état d'esprit a changé, l'environnement a changé, les valeurs ont changé et il est impossible de continuer comme ça. Comme le disait Jean-François, c'est une question de résistance. Et de l'autre côté, des organisations avec des personnes donc, qui sont conscientes qu'il faut faire autrement, mais qui ne savent pas comment, puisque la situation ne s'est jamais trouvée. Ce sont donc là finalement 2 polarités aussi qui s'équilibrent, on va dire qui s'opposent dans le système mondial économique. Et il va falloir accompagner ces postures-là. J'aimerais un peu vous entendre parce que notre intention ce soir, c'était de partager notre expérience, de partager les notions. Ça fait beaucoup de mots. Certains d'entre vous, ils sont plus ou moins habitués. Quelles seraient les questions que vous auriez à poser maintenant?
de tout ce qu'on vient de dire ou d'attentes que vous avez? Qu'est-ce qui vous a peut-être surpris dans ce qu'on a partagé avec vous? Quelle est votre expérience de ces derniers mois, même si vous êtes coach? Alors, en début de webinaire, le facilitateur, ce n'est pas le coach. Hein. Il y a vraiment deux postures complémentaires qui s'influencent. Hein. Je veux dire, une fois qu'on est devenu facilitateur, la posture de coach évolue de toute façon. Ça, c'est clair. Pendant que vous réfléchissez à votre partage, je voudrais juste ajouter une notion qui me semble importante. C'est aussi une observation qu'Elisabeth et moi faisons, c'est que très souvent, nos clients viennent avec la solution. C'est-à-dire qu'ils disent, on va faire un forum ouvert. Et juste, c'est-à-dire, d'une certaine manière, ils sont en train de nous dire, on va faire plus de la même chose qu'on connaît. Parce qu'on en a entendu parler, on nous a dit que c'était bien. Et que il faut faire un forum ouvert parce que l'entreprise d'à côté, elle en a fait un. Et la raison pour laquelle Elisabeth et moi avons aussi fait évoluer cette formation vers une formation de consultant facilitateur, c'est parce qu'on tient aussi à ce que vous soyez en capacité d'accompagner un client sur le choix stratégique de l'outil de facilitation. Parce que, bien sûr, vous pouvez faire un forum ouvert, mais pourquoi faire? Comment accompagner un client dans la décision de l'outil à choisir? Comment nous-mêmes être conscients du processus de décision qu'on a en nous pour identifier l'outil pertinent dans la situation? Et si vous arrivez avec « je connais l'outil à l'avance parce qu'ils m'ont demandé un forum ouvert et qu'ils font appel à moi », eh bien, vous n'êtes plus dans la générativité. Vous êtes dans la pratique d'une routine de facilitation. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de valeur, hein. Je dis juste qu'elle a ses limites, parce que, comme le dit vraiment très bien Elisabeth, on est à la recherche de solutions à des problématiques qui se posent, mais qui ne se sont jamais posées comme ça. Et on continue à chercher des solutions qui ne vont pas répondre à la problématique parce qu'on ne l'a jamais posée comme ça. Donc voilà, cette notion de consultant facilitateur et pas juste de facilitateur, pour moi, elle a fait une vraie différence. Est-ce que vous avez des questions, des partages? En fait, en gros, ce qu'on constate, c'est surtout ces derniers mois, peut-être encore plus, c'est qu'il faut avoir la capacité d'être face à un client sans savoir, en étant curieux et en acceptant de donner le temps au temps. Et parfois, vous avez des gens face à vous qui sont des chefs d'entreprise, des managers, et qui sont pressés, qui sont inquiets, qui veulent du concret, qui veulent de l'action, qui veulent aller vite. Vous le sentez hein, dans la posture non verbale, le rythme, etc. Et où est votre solidité pour rester face à eux sereinement, comme ça? Donc c'est ça, ce parcours SFM génératif, le renforcement des capacités, les grilles de lecture que vous avez en tête, parce que vous les avez en tête. Tout ça, ça va favoriser la reconnexion des multiples intelligences, le fait de lâcher prise, le fait de vous sentir serein. Et c'est là où la résonance et les émergences se produisent. Est-ce que je m'exprime assez clairement? Parce j'arrive en fin de journée aussi. Oui, merci Céline. Et peut-être pour illustrer ces différents concepts, je vais vous proposer de choisir une problématique que vous avez aujourd'hui. Et si vous en êtes d'accord, même si on n'est pas sur le registre de l'intelligence collective à ce titre-là, mais de l'écrire en quelques mots, soit sur votre ordinateur. Une de mes problématiques aujourd'hui, c'est... Allez-y, prenez une minute pour formuler pour vous une de mes problématiques aujourd'hui, c'est... Et Séverine, je rebondirai sur ta problématique parce que je l'adore celle-là. Enfin, il y en aura certainement d'autres, mais après... Voilà.
Par exemple, moi, une de mes problématiques aujourd'hui, c'est trouver plus de clients. Voilà, ça va être une de mes problématiques. Voilà, quand vous l'avez, vous allez juste dans les petites icônes de réaction de Zoom, vous mettez un pouce comme ça, si vous en avez la possibilité. Voilà, juste un pouce en l'air que je me rende compte. OK. Et ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est si vous deviez dessiner cette problématique, c'est-à-dire de la façon la plus spontanée. J'imagine, Pascal, pour toi, c'est assez facile vu tes compétences. Mais voilà, si vous deviez dessiner cette problématique de la façon la plus... il y avait un dessin animé quand j'étais petit, c'était juste un bonhomme qui était un Oui, fil, en fait. C'est un oui. fil de fer presque. Et je l'ai revu sur une route dans une photo de Facebook. Donc, si c'était juste un petit schéma, un petit dessin de votre problématique, comment vous formulez votre problématique sous forme d'un dessin? Voilà, prenez là aussi 1 minute ou 2 minutes. Je regrette qu'on ne vous voit pas, Lydia, Séverine, Laure, Carbia. Voilà. Si vous... Et pendant que vous continuez à dessiner, juste vous dire que quand j'ai demandé à ce client qui m'a fait intervenir, qu'est-ce que c'est que le management par la confiance, je leur ai demandé effectivement de formuler les problématiques du management par la non-confiance. Et j'ai aussi demandé de dessiner ce que c'était la problématique du management par la non-confiance. Et c'était intéressant. Et déjà, observez que si vous avez commencé à dessiner, il y a peut-être des idées ou des prises de conscience qui émergent déjà, rien que par votre dessin entre la formulation verbale et la formulation métaphorique par le dessin. Et si maintenant je vous demandais, voilà, encore une fois, faites-moi un petit pouce dans réaction dans Zoom en bas de l'écran, si, voilà, ou sinon vous la faites à l'ancienne, comme ça marche aussi. Voilà. Et maintenant, si je vous demandais de faire le geste qui exprime cette problématique, par exemple, moi, trouver plus de clients ou ne pas avoir assez de clients en ce moment, c'est ça. Oui, Séverine, par rapport à ce que tu viens de poser, c'est un des critères clés, un des facteurs clés de l'intelligence collective, de notre outil, Periceo, dont on va vous dire 2 mots. On sait qu'il y a une trentaine de facteurs clés en intelligence collective et l'exemplarité, ne pas être exemplaire, c'est dégénératif au possible. Parce que s'il y a intelligence collective, il y a bêtise collective, hein, c'est sûr. Le tout, c'est de... Voilà, laissez venir un geste. Quel est le geste qui s'associe à votre problématique? Et quand vous êtes dans ce geste, de quoi vous prenez conscience? Voilà. Qu'est-ce qui devient évident là, dans ce geste? Et peut-être, je vais être un peu provocateur, qu'est-ce qui est là en trop ou en pas assez, qui peut faire partie de la problématique? Parce que là, on est assis, mais vous pouvez vous lever aussi, on est libre. Et puis maintenant, si je vous demandais, ce serait quoi le geste qui illustre la problématique résolue? Voilà. Et tout à l'heure, même quand on ne sera plus là, vous pourriez explorer du geste problématique au geste problématique résolu, le développement des images, vous savez, en avançant, en bougeant. Eh bien, imaginez que maintenant, on demande à un groupe d'un comité de direction de faire cet exercice à 12. Vous croyez que c'est possible?
Imaginez que 12 personnes soient capables de se regarder et de se dire « Ah ouais, toi, tu le vis comme ça ?» Alors qu'avant, c'était ma problématique, c'est que je n'ai pas assez de clients en ce moment, blablabla, blablabla. Et qu'est-ce que tu vis quand tu es comme ça? Qu'est-ce que tu ressens? Ah ouais, toi la solution, ce serait comme ça. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et toi, la solution, ce serait juste comme ça. Toi, la solution, ce serait... eh bien, être facilitateur, et c'est fait en consultant facilitateur génératif, c'est être de plus en plus à l'aise dans individuellement faire vivre ces multiples intelligences pour qu'émergent. Parce que quand j'ai pas assez de clients, et quand je suis là-dedans, c'est beaucoup plus riche ça que j'ai pas assez de clients. Et par rapport à ce que dit Jean-François, la limite d'un groupe, 10, 20, 50, 80, 150 personnes, c'est uniquement la limite du facilitateur, de vous en tant que facilitateur. Il y a des facilitateurs qui osent et ça se passe très bien avec 100, 200 personnes. Il y a des facilitateurs qui n'osent pas et vous imaginez la suite. Voilà. Donc, c'est vraiment nos propres limites en tant que facilitateur ou consultant facilitateur qui vont générer quelque chose face à nous. Et par rapport à ce que tu disais, Séverine, ta question, cela fonctionne bien avec certains niveaux, mais pas avec le top management. C'est vrai, c'est possible. Et en même temps, c'est être prêt à l'accepter. C'est-à-dire que, alors, tu es manager, on est facilitateur externe. Bien sûr qu'on a tous besoin de clients, mais à un moment donné, c'est OK, ben, ce client, je ne vais peut-être pas l'avoir et je ne serai pas la bonne personne pour lui. Et en interne, ça c'est aussi la stratégie du T, hein, Olivier Zara, c'est que l'intelligence collective ou un certain comportement, les émergences collaboratives, elles vont prendre là, à certains endroits, elles vont prendre. Et tant pis si ce n'est pas au top management. À un moment donné, le système est contaminé, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Hein. Voilà. Donc, ça fait tache d'huile, ça fait le thé qui se diffuse. Et une fois qu'on a enclenché ces processus-là, on ne peut pas revenir en arrière. En fait, c'est une telle libération, c'est tellement énergisant, parce que ça nous donne de l'énergie, qu'on ne revient pas au stade antérieur. Par contre, je n'ai pas dit que c'était linéaire. Il peut y avoir des allées, des retours, mais globalement, chaque individu et chaque collectif grandit en conscience de cette façon. Et puis la posture du facilitateur interne, elle suppose d'abord d'être légitime pour l'être. Ça veut dire qu'institutionnellement ou à l'échelle de l'organisation, ce rôle est identifié, reconnu, les missions sont claires et le périmètre d'intervention, lui aussi, est clair. Et quand quelqu'un d'une organisation prend une posture de facilitateur, mais qu'il n'est pas légitime ou légitimisé, évidemment, le système va le remettre à sa place, qui est, ben voilà, tu es manager, tu n'es pas top manager, et nous, on décide. Donc, la posture du facilitateur interne n'est pas une posture facile. Et à mon sens, c'est l'avenir hein, des organisations. On le voit. Hein. La voie du coaching aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de coachs internes dans les organisations. La voie de l'avenir, c'est il y aura des facilitateurs internes dans les organisations. C'est aussi un mouvement, d'où l'importance pour chacun d'entre nous d'avoir une vraie différenciation. Mais je pense qu'on va aller vers ça. Et ça suppose vraiment un cadrage de la mission du facilitateur interne quand on est manager, qui, si on ne fait pas attention, amène beaucoup d'écueils. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on a la même liberté d'intervention, alors que le fait d'être neutre par rapport aux solutions qui sont trouvées quand on est indépendant. Quand je suis manager, je ne peux pas être neutre par rapport aux solutions qui sont trouvées puisque je fais partie de l'organisation et qu'elles vont m'impacter. Si je ne suis pas indépendant par rapport à l'organisation, bah, comment je sais que ça ne va pas se retourner contre moi? Ok, je suis manager, je manage un COMEX, mais s'il n'y a pas de clarté sur les conséquences, le périmètre, bah, les récompenses aussi associées à cette mission, je prends effectivement beaucoup de risques parce que ça n'a pas été clarifié à l'avance.
Donc, il y a une liberté de l'intervenant qui mérite aussi d'être connue de la part du facilitateur interne, parce que vouloir être facilitateur interne, c'est complètement possible, mais à mon sens, il y a un moment donné où le relais doit être passé à des facilitateurs externes sur des enjeux où on est trop impliqué ou pas suffisamment légitimisé. Il y a vraiment cette notion de liberté, de toute façon. Quand on est sous contrat, on n'est pas libre d'une façon ou d'une autre, il y a des liens. Le temps passe et nous allons passer à la suite, à des renseignements concrets. On a essayé de partager beaucoup de choses ce soir. Est-ce que vous avez des questions? On aimerait vraiment que vous repartiez avec les idées aussi claires que possible. Globalement, la facilitation, ce n'est pas une utopie et on ne peut pas débarquer comme ça et, comment dire, ça va marcher. Il va y avoir des moments où ça marchera parce que vous avez tous vécu des moments où, waouh, il y avait de l'énergie, des idées qui fusaient, même si vous étiez qu'avec une seule autre personne, vous l'avez tous connu, j'en suis sûre. C'est une généralisation, hein, Paul, mais bon. Voilà. Mais pour autant, ça se fait parfois. Là, l'intention, c'est comment pouvons-nous faire pour que ça se produise, on va dire tout le temps, dans le meilleur des mondes, en tout cas le plus possible, sachant qu'on entre dans une phase, les organisations rentrent dans des phases qui, d'une façon ou d'une autre, n'étaient pas connues avant. Donc, à partir de là, c'est se donner des moyens, mais en étant, bien sûr, il y a des pistes très cerveau gauche, cognitive en tête, il y a des outils, il y a des choses cartésiennes, mais il n'y a pas que ça. On les mixe avec d'autres compétences qu'on développe et qui sont nos compétences d'être humain, ce qu'on adore aussi avec Jean-François dans cette approche, que ce soit la PNL, SFM, ce mouvement lié à la générativité, c'est qu'on n'a rien inventé, mais que des personnes ont modélisé des individus, des équipes, des organisations, donc où ça fonctionne, mais où ça fonctionne différemment. Qu'est-ce qui s'y passe? Voilà. Et ce dont on s'est rendu compte ces derniers mois avec Jean-François, c'est qu'en fait, il y a vraiment un renforcement au niveau des individus qu'il faut faire. Parce que sinon, à un moment, nous parlons de spirale collaborative, de plateau de développement, mais à un moment ou à un autre, si chacun, c'est comme une équipe de haute compétition, si chacun ne travaille pas aussi individuellement, ça coince. Et il y aura des collectifs qui ne pourront pas avancer ensemble. Voilà. Et là, enfin, plus on monte de plateau, plus les questions qui n'étaient pas réglées au plateau antérieur, des égocentrismes qui n'étaient pas réglés, vont devenir explosifs. Donc là, ça risque de devenir dégénératif. Ça aide chacun à prendre ses responsabilités, à grandir en conscience, à créer un monde porteur de sens, mais vraiment de façon alignée, authentique, pas simplement pour une apparence, comme l'a évoqué quelqu'un. Voilà. Une dernière question avant de se quitter ce soir. Est-ce que... Céline? Oui, bonsoir. En fait, j'en ai plein des questions. J'en ai plein parce que Jean-François, je crois que tu as compris que ça fait un moment que je m'interroge sur la facilitation. Donc, j'ai commencé à participer au MOOC. Je ne suis pas arrivée au bout parce que voilà, je ne me donne pas assez le temps, mais ça me passionne. En fait, moi, j'ai une question qui est à la fois très personnelle, mais j'espère qu'elle servira à d'autres. Je suis coach collectif, j'accompagne des équipes depuis cette année. Ça me passionne. Pour moi, il en va de l'avenir des entreprises de faire nos métiers, donc c'est essentiel. Avec toutes les difficultés qu'on connaît aussi. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que je vais gagner dans ma pratique et au service de mes clients à adjoindre la facilitation en plus du coaching? En fait, j'aimerais être le contenant le plus contenant possible. Le geste m'a aidé à voir que peut-être mon contenant était fermé dans un geste maternel, alors que je peux le laisser simplement ouvert et à disposition. Merci pour l'exercice. Mais voilà, c'est de me dire en quoi ça peut venir servir encore plus les clients. Et j'ai pas compris, pardon, c'est peut-être de la technique, mais votre évolution de concept entre facilitation, intelligence collective et puis élaboration générative. Voilà, générative. Alors, je voudrais savoir à quoi ça correspond. Et voilà, est-ce que je pourrais trouver de contenant pour moi dans ma pratique? Elisabeth?
Oui, alors il y a plein de questions. Moi, j'aime bien celle qui est sur la facilitation et le coaching, de façon caricaturale. Quand tu travailles en coaching, tu vas travailler avec un objectif. Tu connais l'objectif, voilà, précis, blablabla. Quand tu travailles en facilitation, en intelligence collective, tu travailles avec une intention, une direction. Et tu es beaucoup plus avec cette notion d'incertitude, d'inconnu qui sont dans le champ. Donc, à partir de là, on va dire que la création du chemin, bien sûr que la direction est connue, mais la création du chemin va se faire avec les émergences qui se produisent. Et bien souvent, si tant est que ce soit comparable, hein, mais entre je veux gagner 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, et je veux une entreprise profitable, on va dire que l'entreprise profitable, c'est l'intention, la direction, bien souvent, l'intention va amener les équipes et les organisations plus loin qu'en coaching avec un objectif déterminé. Et ce n'est pas au même niveau. Souvent, quand on accompagne une organisation en processus de facilitation, en intelligence collective, il va y avoir des personnes, par exemple, ou des équipes qui vont avoir besoin de coaching pour grandir, être soutenues, etc. Ce n'est pas le même niveau d'intervention, je dirais. Jean-François? Alors, évidemment, il y a des points communs entre les deux, hein, entre la facilitation et le coaching d'équipe, parce que c'est le coaching d'équipe, hein, dont tu parles dans le coaching de groupe. Dans le coaching de groupe, tu vas aussi, enfin, tel que moi on me l'a enseigné en tout cas, tu vas aussi faire du feedback sur le groupe et sur sa dynamique. Tu vas beaucoup être miroir de la dynamique du groupe et interpeller le groupe sur sa dynamique. La facilitation est plus centrée sur l'action, le processus et le résultat. À ce titre-là. Ce sera moins, on va être, en tant que facilitateur, ça peut m'arriver, mais ce n'est pas mon outil principal de faire un feedback au groupe sur sa propre dynamique. Donc, par rapport à la question, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus de faire une formation de facilitateur? Honnêtement, je pense rien. En revanche, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire une formation de facilitateur en collaboration générative? C'est que tu vas accompagner les groupes avec d'autres intelligences en développant toi-même ta propre souplesse avec ces autres intelligences. Et la deuxième chose, c'est que tu vas apprendre des processus de facilitation d'équipe qui sont, à mon sens, enfin, qu'on ne voit pas ailleurs, clairement. C'est des processus qui sont assez uniques. Et tu vas aussi découvrir l'importance, en tant que facilitateur, d'être un facilitateur d'état interne. C'est-à-dire qu'en tant que facilitateur, je ne facilite pas juste un processus, je facilite l'état des personnes qui sont là. Ce qu'on ne fait jamais en coaching de groupe. À aucun moment, tu demandes aux équipes de se mettre, par exemple, dans un état coach. Alors, ça dépend comment on te l'a enseigné. Peut-être que ouais, si. c'est Peut-être que... c'est pour ça, en fait, que je crois que en tout cas, je l'ai appris d'une manière. Bon, mais ce n'est pas la question. J'arrive à voir dans ce que vous m'avez dit ce qui peut compléter ce qui existe déjà. Et donc, je vois des points communs. Et donc, moi, je cherche ce qui va être la différence pour être dans un complément, dans une autre approche. Et il y a des choses de ce que tu as dit, Jean-François, qui m'aident à voir ce petit supplément d'âme que ça pourrait amener à moi ou au groupe, puisque les deux sont inextricablement liés, bien sûr. La troisième chose que je vois qui pourrait aussi être différente, c'est la vision derrière tout ce travail. C'est-à-dire que quand on fait du changement génératif, on découvre une vision du monde qui est derrière, qui est pas une vision mécaniste de certaines approches de coaching. Il suffit de faire ça pour que ça se produise. On est vraiment dans une approche systémique et où on travaille avec des notions de haut long, c'est-à-dire les notions de partie et de tout en même temps. On travaille sur l'importance de ce qu'on appelle les filtres qui empêchent les équipes
d'être ouverte à des solutions nouvelles et innovantes. Donc, il y a toute une vision du monde aussi et de la facilitation qui est nourrie à travers cette formation, qui fait que quand tu interviens, bah, tu te sens assez solide aussi parce qu'il y a un background derrière qui donne une forme de posture assumée et clarifiée de ce que c'est que la facilitation. Voilà ce qui me vient. C'est vraiment, enfin pour ma part en tout cas, la posture de facilitatrice et générative donc, a totalement révolutionné ma posture de coach. C'est comme si, les mots qui me venaient quand Jean-François parlait, c'est d'humain augmenté. Tu travailles avec le champ, tu travailles avec la relation, tu travailles avec une conscience accrue. Et plusieurs personnes, enfin dans les personnes qu'on a formées, en ont témoigné aussi. Ça touche. Bien sûr, tu vas toujours utiliser certains outils de coaching ou autres, mais tu vas les revisiter. Après, tout dépend de comment tu as été enseigné le coaching de groupe. Exactement. Et ce que je trouve intéressant dans votre approche, c'est que pour moi, le coaching en soi, c'est rien, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai presque pas envie de dire que je suis coach. En fait, j'interviens dans une entreprise et je veux que le coaching, c'est comme si j'avais une boîte à outils et dedans, il y a le coaching, il peut y avoir la facilitation, il va y avoir l'analyse transactionnelle, il va y avoir la CNB, il va y avoir tout ce que j'ai appris au fil. Et donc, c'est plutôt à m'outiller, à enrichir la boîte à outils pour aller toujours plus vers un accompagnement augmenté, pas pour faire plus, c'est juste se dire, à l'intérieur, il y a peut-être une approche qui va encore enrichir les accompagnements ou donner une autre vision, justement. Et voilà. Donc, ça me va bien ce que j'entends. Et pour ceux qui... Je sais qu'on dépasse. Alors, je suis désolé d'être un peu en retard par rapport à ce qui était convenu. Juste, ce qui va aussi être fort dans le coach, dans la formation de facilitateur, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un groupe de recherche. Et vous allez vivre de l'intérieur les processus d'intelligence collective que vous apprenez. Et ça aussi, alors encore une fois, tout dépend comment on t'a enseigné le coaching d'équipe, mais ça reste aussi une expérience marquante parce que vous ne pouvez pas faciliter des processus que vous n'avez pas vécu vous-même, dont vous n'avez pas fait le tour et qui vous challenge dans vos limites aussi. Donc, c'est aussi, à mon avis, un des points forts du dispositif. Là, ce n'est pas le contenu, mais le dispositif appelle à vivre de l'intérieur sa propre relation à l'intelligence collective. Et pour clôturer quand même, cela se retrouve même au niveau des outils. Alors, si vous voulez, on a noté les adresses, si vous voulez effectivement la présentation, les cursus démarrent en janvier. Il y a 2 outils exclusifs que nous vous proposons. Il y a Periceo qui lui intervient plus sur une vision au niveau d'une équipe, sur le haut de la pyramide, pour ceux qui le connaissent, et donc Me2We dont on a largement parlé. Ce sont des outils diagnostiques cerveau-gauche, entre guillemets, mais que vous allez vivre vous-même et qui touchent aussi à la créativité et à l'émergence. Donc, ça relie les deux et de toute façon, ça vous change. Enfin, ça vous change. Ça nous touche de l'intérieur, ça nous fait grandir. Donc, forcément, vous ne l'appliquez pas sur une équipe sans savoir ce dont vous parlez, c'est certain. Voilà, écoutez, merci à chacun et à tous de votre présence ce soir. C'était vraiment une belle surprise de vous voir aussi nombreux. J'espère qu'on a réussi aussi, Elisabeth et moi, à vous donner envie, en tout cas, de vous interroger sur cette pratique de la facilitation et cette approche assez unique de la facilitation. On serait ravis de vous avoir avec nous dans notre cursus qui démarre en janvier. Alors, ce n'est pas parce que le webinaire s'arrête qu'on ne peut pas rester en contact. Pour ceux qui le souhaitent, évidemment, vous avez mis vos adresses dans le chat et on vous enverra la présentation d'ici demain. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là pour répondre à vos questions. Et puis, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre participation. Et écoutez, au plaisir de continuer cette aventure avec vous. Et il y aura d'autres webinaires. Merci beaucoup. Merci, au revoir.